Numéro 3, Trudy Chase. Le trouble de la dystocie de l'identité, connu sous l'acronyme trouble dissociatif de l'identité, était auparavant connu sous le nom de trouble de la personnalité multiple. On estime que 1,1 à 1,5% de la population mondiale en est atteinte. Un article dans l'Independent déclare, je cite, « Trouble dissociatif de l'identité est une stratégie de survie mentale créative où la personnalité se divise à un jeune âge en raison d'un traumatisme sévère et chronique. » Fin de citation. Le Dr Mary Seymour, psychologue clinicienne, a déclaré que lorsqu'une personne vit quelque chose de traumatisant, je cite, « Une partie de la personne peut capturer ses souvenirs et garder le reste de la personne en sécurité en les retenant et en les isolant. Le corps s'en souvient, mais ce n'est pas repoussé. Il le retient simplement et ne le partage pas. » L'un des cas les plus notables de troubles dissociatifs de l'identité est Trudy Chase, qui n'est pas son nom de naissance. Elle est née en 1935 et a grandi dans l'État de New York. Chase a eu une vie très tragique et triste, et le traumatisme de cette expérience est la raison pour laquelle elle a développé un trouble dissociatif de l'identité. Le traumatisme qu'elle a subi n'a été révélé qu'après qu'elle a commencé une thérapie. Grâce à la thérapie, les expériences qui étaient enfouies ont commencé à lui revenir. Elle n'avait que 2 ans lorsque sa mère a quitté son père et s'est mariée avec son beau-père. Son beau-père l'a abusée physiquement et sexuellement, commençant quand elle n'avait que 2 ans. Elle a également appris en thérapie que sa mère était abusive envers elle. Elle a subi les abus jusqu'à l'âge de 16 ans, puis elle a fui la maison. Elle a changé son nom en Trudy Chase car elle ne voulait pas que quelqu'un de sa vie antérieure la retrouve. Chase a réalisé qu'elle avait plusieurs personnalités lorsqu'elle a entendu une voix dans sa tête pour la première fois. Elle a rapidement réalisé qu'il y en avait plus. Il s'est avéré qu'elle avait 92 personnalités. Elle appelait ces personnalités ses troupes et elle se souvenait toutes de différentes parties de sa vie. Elle croyait que les personnalités émergeaient parce que, comme elle le disait, je cite, « quelque chose doit lâcher ». Fin de citation. Elle a continué en disant, je cite, « on ne peut pas déverser autant sur un être humain sans perdre quelque chose ». Fin de citation. Elle s'est également référée à elle-même et à d'autres vivant avec le trouble dissociatif de l'identité comme étant dans une situation bien meilleure qu'avant. Elle a dit, je cite, « La multiplicité vous garde sain d'esprit dans les pires conditions. Je suis sain d'esprit, nous sommes sains d'esprit. Croyez-le ou non, c'est plus facile à gérer que ne l'était l'abus. » Fin de citation. Ces personnalités avaient des noms différents. Elles incluaient Catherine Lanoire, une personne colérique. Une autre était Lapin, et c'était la personnalité qui gérait le traumatisme. Lapin ne parlait pas, il hurlait juste à cause de la douleur. C'est d'où vient le titre du mémoire de Chase de 1987, Quand le lapin hurle. En 1990, la vie de Chase a servi de base pour la mini-série Les voix à l'intérieur de la vie de Trudy Chase. La même année, Chase a attiré l'attention nationale lorsqu'elle a été interviewée sur sa condition dans le Oprah Winfrey Show. Les expériences de chacun avec le trouble dissociatif de l'identité ne sont pas les mêmes. Dans la situation de Trudy Chase, certaines de ses personnalités étaient dormantes et certaines ne se connaissaient même pas. Le thérapeute de Chase était le Dr Robert Phillips, et il a dit que le trouble dissociatif de l'identité est en fait une manière créative pour quelqu'un de gérer son traumatisme. Il a dit, je cite, « Il semble que ce soit quelque chose à propos du cerveau, de l'esprit, qui permet à ce processus très créatif d'intervenir et d'aider à défendre une personne. C'est généralement une personne qui était maltraitée très très jeune, avant que la personnalité ne soit formée. Parce que la personne est si jeune, il est incroyablement difficile pour elle de gérer tout ce qui lui arrive. Non seulement cela, mais les personnes vivant avec le trouble dissociatif de l'identité sont très capables, et le trouble dissociatif de l'identité les aide réellement à être fonctionnels dans leur vie. » Fin de citation. Trudy Chase est décédée en mars 2010 à l'âge de 74 ans. Numéro 2, Kim Noble. Kim Noble est née en 1960 au Royaume-Uni. Elle n'a pas un grand souvenir de ce qui lui est arrivé dans sa jeunesse qui a causé un traumatisme si extrême qu'elle a développé un trouble dissociatif de l'identité. Elle dit qu'elle ne veut pas savoir car quoi que ce soit, cela sera bouleversant, donc elle préfère ne pas y penser.
Ce qu'elle sait, c'est que ses parents étaient des ouvriers d'usine et qu'elle était souvent gardée par d'autres personnes. Elle croit qu'elle a subi des abus entre l'âge de 1 et 3 ans. Adolescente, elle a affronté de nombreuses difficultés. Elle a fait une overdose et a été hospitalisée en psychiatrie. Elle a développé à la fois l'anorexie et la boulimie. En tant qu'adulte, elle a passé de nombreux séjours dans un hôpital psychiatrique où elle a reçu d'autres diagnostics. À l'âge de 20 ans, elle a réalisé que d'autres personnalités émergeaient parfois. Ces personnalités pouvaient être dangereuses. Pendant environ 5 ans, elle a travaillé comme conductrice de van. Puis un jour, alors qu'elle conduisait, une de ses autres personnalités, Julia, a pris le contrôle et elle a conduit le van dans une rangée de voitures garées. Après cela, elle a été hospitalisée une fois de plus. Cette fois, on a diagnostiqué sa schizophrénie. Après sa libération, l'une de ses personnalités, Hayley, a assisté au tournage de matériel d'abus sexuels sur des enfants par des membres d'un réseau pédophile. Hayley les a signalés à la police. Elle a été menacée, puis elle a été victime d'une violence intense. Elle a dit que cet homme lui a jeté de l'acide au visage, puis quelqu'un a mis le feu à son lit pendant qu'elle était dans le lit. Elle a réussi à s'échapper, sa maison a été détruite. Kim a dit qu'elle ne savait rien des activités de Hayley en 1995. Kim a été diagnostiquée avec DID et les choses ont commencé à avoir plus de sens. Elle a commencé à aller en thérapie 2 fois par semaine et beaucoup de personnes dans sa vie l'ont aidée. Elle a de nombreuses personnalités différentes, mais il y a des comptes rendus variés sur le nombre de personnalités qu'elle possède. Selon ses mémoires de 2012, All of Me, comment j'ai appris à vivre avec mes nombreuses personnalités partageant mon corps, elle en a plus de 20. Lorsqu'elle a été interviewée en 2011 pour The Guardian, elle a déclaré en avoir jusqu'à 100. Pour gérer son trouble dissociatif de l'identité, Kim s'est mise à l'art-thérapie. Beaucoup de ses personnalités aiment peindre. Ils ont des styles différents dans leur art. Ces personnalités incluent Patricia, qui est la personnalité dominante actuelle. Elle est organisée et s'assure que des choses comme les factures sont payées. Elle s'assure également que leur fille, Amy, a ce dont elle a besoin. Bonnie était la personnalité dominante et la plus responsable avant Patricia. Puis il y a Judy qui a 15 ans et souffre de boulimie. Salomé est une catholique dévouée. Il y a aussi Ken, un homme gay qui souffre de dépression. Une personnalité, Rhea Pratt, est une fille de 12 ans. D'après les œuvres d'art de Rhea, elle semble être celle qui est le plus en phase avec le traumatisme que Kim a dû affronter dans sa jeunesse. L'art de Rhea est plus dérangeant et choquant que celui d'autres personnalités. Patricia dit qu'elle voit les expériences de Kim à travers l'art de Rhea. Comme mentionné précédemment, Kim a une fille nommée Amy. La personnalité Down était la personnalité dominante au moment de la naissance d'Amy. Kim a perdu la garde de sa fille immédiatement après sa naissance. Après cela, Dawn a dû se retirer et ne plus être la personnalité dominante. La perte d'Amy a été difficile à gérer pour Kim. Toutefois, elle a récupéré après avoir saisi la haute cour. Il a été déterminé que Kim et ses autres personnalités représentaient un danger pour Amy. Kim et ses personnalités ont élevé Amy. Amy avait beaucoup de choses positives à dire sur son enfance avec sa mère. Les personnalités ne savent pas ce que font les autres lorsqu'elles sont aux commandes. Ils communiquent avec leur thérapeute par email. Ils ont tous leurs propres comptes et mots de passe. Les personnalités ne connaissent pas les mots de passe des autres. De plus, la personnalité de Kim n'existe plus vraiment. Patricia dit que Kim n'est que le corps et que les autres personnalités l'habitent. Mais ils répondent au nom de Kim. Dans ses mémoires, Kim a écrit qu'elle ne veut pas que ses personnalités s'intègrent. Elle préfère les garder séparées car sa vie fonctionne bien ainsi. Le docteur Valérie Sinasson, psychothérapeute ayant travaillé avec Kim, a qualifié le trouble dissociatif de l'identité de brillant dispositif de survie créatif.
Le succès de la vie de Kim Noble et sa relation heureuse avec sa fille montrent que les personnes atteintes de troubles dissociatifs de l'identité peuvent mener une vie pleine et heureuse. Billy Milligan. Les deux cas précédents montrent que les personnes atteintes de troubles dissociatifs de l'identité peuvent mener une vie pleine et sont des individus non menaçants. Cependant, le cas de Billy Milligan est très différent. Billy était né William Stanley Morrison le 14 février 1955 de Dorothy et Johnny Morrison. Billy avait deux frères et sœurs. Leur père, Johnny, a fini par se suicider, ce qui a conduit Dorothy à déplacer la famille. La famille s'est installée à Lancaster, Ohio. Le 27 octobre 1963, Dorothy a épousé Chalmer Milligan. Chalmer a adopté les enfants de Dorothy et ils ont pris le nom de Milligan. Billy a affirmé que son beau-père l'a sexuellement et physiquement abusé dès son jeune âge. Bien que les membres de la famille aient corroboré les allégations, le beau-père de Billy a toujours nié. Les spécialistes estiment que c'est pourquoi Billy a développé un trouble dissociatif de l'identité. Cependant, certaines questions se posent quant à savoir si Billy avait un trouble dissociatif de l'identité avant de vivre avec son beau-père, car certaines de ses personnalités sont apparues vers l'âge de 5 ans, et son beau-père n'est entré dans sa vie que lorsqu'il avait au moins 6 ans. Billy a connu une enfance ardue. Quand il était adolescent, il a été interné dans un établissement psychiatrique. On lui a diagnostiqué une condition qui était à l'époque appelée névrose hystérique, mais il a été expulsé de l'hôpital après un court séjour en raison de problèmes de comportement. Cette tendance s'est poursuivie lorsqu'il a été expulsé du lycée, puis ensuite renvoyé de la marine après y avoir rejoint en 1972. Après son service dans la marine, Billy est devenu nettement plus sombre. L'année de son renvoi de la marine, il a été jugé coupable de viol, enlèvement et agression. En conséquence, il a passé 6 mois dans un camp de jeunes à Zanesville, Ohio. Mais ses problèmes ne se sont pas arrêtés là. En 1975, Billy a de nouveau été arrêté, et cette fois, il a été condamné à de la prison pour viol et vol à main armée. Il a été libéré sous parole 2 ans plus tard, en 1977. Il a été rapidement arrêté à nouveau, cette fois pour le viol de 3 femmes sur le campus de l'Université d'État de l'Ohio, et c'est ainsi qu'il a gagné le surnom « le violeur du campus ». Avant son procès, il a subi un examen psychologique effectué par le Dr. Willis C. Driscoll. Le Dr. Driscoll a diagnostiqué une schizophrénie chez Billy, puis le Dr. Dorothy Turner a fait son évaluation et a diagnostiqué un trouble dissociatif de l'identité. Les avocats de Billy plaideront la folie. Certains commentaires faits par ses victimes semblaient soutenir le diagnostic. Les victimes de Billy ont rapporté que lors des agressions, il leur donnait d'autres noms et modifiait sa voix. Il parlait parfois avec divers accents. Il y avait aussi des changements étranges dans son comportement. Le superviseur de l'enquête de la police de l'Ohio, Elliot Boxerbaum, a remarqué que Milligan semblait être habité par différentes personnes. Il a dit, je cite, « Je ne pourrais pas vous dire ce qui se passait, mais j'avais l'impression de parler à différentes personnes, à différents moments. » Fin de citation. Billy a dit qu'il perdait souvent du temps. Après s'être évanoui, il avait généralement des difficultés. Cela suggère qu'il n'était pas conscient de ce que faisaient ses autres personnalités et n'avait aucun contrôle sur leurs actions. Quand il reprenait le contrôle, il devait faire face aux répercussions des actions des autres personnalités. Cependant, tous ne sont pas convaincus que le trouble est réel. Cela inclut le professeur de psychiatrie Thomas Azaz qui a dit, je cite, « La personnalité multiple n'est qu'une figure de style. Ce n'est rien d'autre qu'un canular. » Fin de citation. Même aujourd'hui, utiliser le trouble dissociatif de l'identité dans un procès dans le cadre d'une défense pour cause d'insanité est très difficile. Le Dr. Dorothy Ottenau Lewis, qui est une psychiatre spécialisée en troubles dissociatifs de l'identité, dit qu'il n'y a pas de tests médicaux ou de technologies qui prouveront sans doute que cette personne vit avec un trouble dissociatif de l'identité. Et le Dr. Lewis dit que la défense doit fournir d'autres preuves comme des dessins et des échantillons de torsion de main.
Le procès de Billy Milligan, 23 ans pour les 3 viols, n'a duré qu'1 jour. Il n'y avait pas de jury et c'était à un juge de décider. Il ne faisait aucun doute que Billy, ou du moins son corps physique, avait commis les viols, mais la défense affirmait qu'une de ses autres personnalités avait commis les viols. Le juge devait déterminer si Billy pouvait être tenu responsable des infractions commises par une autre personnalité. La défense a fait témoigner plusieurs psychiatres. Billy a été jugé innocent pour insanité le 4 décembre 1978. Il a été le premier aux États-Unis à utiliser le trouble dissociatif de l'identité comme défense et être reconnu innocent. Billy n'a pas eu l'autorisation de se promener librement. Il a fini par passer les 10 prochaines années dans des hôpitaux psychiatriques gérés par l'État. Il avait 10 personnalités en entrant dans l'établissement. Billy disait que Reagan était une personnalité maléfique. Il était yougoslave et communiste. Billy lui reprochait les vols pour lesquels il avait été condamné. Il a dit que Reagan avait l'impression d'agir comme Robin des Bois. Arthur était britannique et s'intéressait à des sujets comme la science et la médecine. Puis il y avait Alan qui était manipulateur. Passionné de technologie, Tommy était surnommé artiste de l'évasion. Alana était une lesbienne de 19 ans. Cette personnalité était décrite comme timide et elle aimait des activités comme le crochet. C'est elle qui aurait prétendument violé les femmes. Elle l'a fait parce qu'elle voulait se sentir proche d'elle. Pendant son traitement, le psychiatre David Carl a voulu intégrer les personnalités de Billy, mais le contraire s'est produit. Au fil du temps à l'établissement, Billy a développé 14 autres personnalités. Certaines des personnalités étaient considérées comme des risques pour la sécurité et appelées indésirables. Billy a été envoyé à l'hôpital d'État de Lima pour les criminels fous en 1904-20 ans. Billy méprisait l'hôpital et l'appelait une chambre des horreurs. Il le détestait tant qu'il s'est échappé en juillet 1986. Il est allé à la gare routière de Columbus, Ohio. Il a laissé une cassette vidéo de lui-même à la gare routière. Il a expliqué qu'il s'était échappé parce qu'il craignait pour sa vie. Son évasion était un acte d'autodéfense. Billy s'est rendu à Bellingham, Washington. Il vivait sous le nom de Christopher Carr. Il avait un colocataire à Bellingham, Michael Madden, 32 ans. Madden a disparu en septembre 1986. Billy a vendu la voiture de Madden peu après sa disparition. Billy a aussi créé une boîte postale pour Madden et y a redirigé son courrier. Il a encaissé les chèques de pension et GI Bill de Madden. Michael Madden n'a jamais été retrouvé. On pense qu'il a été victime d'un acte criminel. Billy Milligan a été capturé à Miami, Floride, en novembre 1988 après environ 4 mois en fuite. Il avait certains des biens de Madden. Billy a été questionné par la police sur la disparition de Madden. Il a fourni des versions contradictoires de son histoire. Billy est le suspect principal du meurtre de Michael Mann sans jamais être inculpé. Billy a été ramené à l'hôpital. Il a été libéré en 1988. Les médecins pensaient que ses personnalités avaient fusionné et qu'il ne posait pas de danger pour la société. Il a été sous surveillance de santé mentale de l'État jusqu'en 1991. C'était la dernière fois qu'il était sous une quelconque forme de supervision. Billy a déménagé en Californie, y a séjourné, puis est revenu en Ohio. Billy Milligan a été diagnostiqué avec un cancer en 2012 et il est décédé le 12 décembre 2014 à l'âge de 59 ans dans une maison de retraite à Columbus, Ohio. La vie de Billy a été la base et a inspiré plusieurs œuvres médiatiques. Daniel Keyes, auteur primé de Des fleurs pour Algernon, a publié Les esprits de Billy Milligan en 1981. Le cas de Billy a inspiré le M de 2016, film de Night Shyamalan Split. En 2021, Netflix a sorti une série documentaire intitulée Monster Inside, les 24 visages de Billy Milligan.
Enfin, la série à Pearl de 2023 avec Tom Holland, The Crowd Room, est basée sur Billy Milligan. Vous pouvez le trouver sur youtube.com/criminallylisted. Nous avons également un podcast sur les affaires non résolues qui ont finalement été résolues, appelé Criminally Listed Presents Into the Killing. Il est disponible sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et partout où vous écoutez vos podcasts préférés. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Oui.